Bien, ben on va commencer. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler des candidats possibles pour la matière noire. Donc vous voyez que dans ce cartoon, là, vous avez les protons, neutrons, la matière visible, et puis tout dans le noir, là, des WIMP, des neutrinos. On va parler de tout ça. Donc le plan de cet exposé, ce sera d'abord d'établir donc le cahier des charges que doit vérifier cette particule que l'on cherche. On en a vu déjà des contraintes cosmologiques dans les précédents exposés, surtout pour à l'échelle des galaxies, à l'échelle des amas. On regardera si on a des contraintes quantiques. Est-ce que ces particules sont des fermions, des bosons? On sait que certains peuvent s'accumuler ensemble, les bosons, et ont une certaine statistique de Bose-Einstein. Et ici, vous avez des fermions qui ne peuvent pas être dans le même état. Du moins, ils ont un spin différent, ou ils ont d'autres degrés de liberté, mais ils obéissent à la statistique de Fermi-Dirac. On verra si on a des contraintes à ce propos, ce serait très intéressant. On va ensuite parler des candidats principaux qui sont depuis 30-40 ans les WIMP, les Weakly Interacting Massive Particles. Il y a des particules qui n'interagissent que par l'interaction faible et dont les principaux candidats étaient le neutralino, c'est-à-dire les particules les plus stables de la supersymétrie. On peut parler aussi de neutrinos stériles, les trous noirs primordiaux, les axions qui sont les plus modernes maintenant aujourd'hui. Et puis on parlera aussi un peu de détection directe. Alors direct, ça veut dire on essaie d'avoir la collision de ces particules de matière noire dans les tunnels avec la matière ordinaire, ou alors indirect, lorsque cette particule s'annihile et produit des rayons gamma. Et peut-être dans les dernières minutes de gravité modifiée qui se passe de matière noire mais change la gravité à la place. Donc déjà, on a déjà vu un petit peu qu'il y a trois sortes de matière noire possibles et qui pourraient être compatibles avec les simulations, enfin les observations. On a fait des simulations. Ici, vous avez trois sortes de matière noire froide standard, c'était avec les WIMP. Vous avez à gauche les simulations à grande échelle, donc des filaments cosmiques, et à droite, vous faites un zoom sur les galaxies, donc une galaxie comme la Voie lactée qui a un grand nombre de satellites. Alors ce que vous voyez ici, par exemple, c'est que lorsque la matière noire est chaude, il y a très peu de satellites et de structures à petite échelle. Alors qu'est-ce qu'on appelle chaud, tiède ou froid? Quelle est la température en quelque sorte? Donc c'est un peu comme un gaz parfait, la température, c'est une grandeur macroscopique et ça reflète les effets microscopiques quand on regarde de près un gaz parfait avec des atomes et des molécules. On sait qu'il s'agit de l'agitation brownienne de ces molécules, donc l'agitation thermique de l'énergie cinétique. Donc ici c'est pareil, on a des particules donc élémentaires qu'on ne connaît pas, exotiques, et ce sera les vitesses que qu'ont ces particules lorsque, au démarrage lorsqu'on a les fluctuations, on va démarrer les grandes structures. Donc quand est-ce? C'est-à-dire quand les particules cessent d'interagir avec le reste de l'univers. Par exemple, elles interagissent entre elles parce qu'elles s'annihilent. Et lorsque, par expansion, la densité va devenir de plus en plus faible, elles ne pourront plus se rencontrer, elles ne s'annihileront plus du tout, et donc elles seront libres de se déplacer, ce qu'on appelle free streaming. On peut se déplacer librement, un libre parcours presque infini. Donc ce free streaming, et donc ces particules, lorsqu'elles sont relativistes, lorsqu'elles sont découplées du reste, elles ne sont plus diffusées par le reste des particules, elles se libèrent du reste, et donc lorsqu'elles sont relativistes, elles sont équivalentes un petit peu à une pression de radiation, un peu comme les photons qui sont relativistes et qui font une pression et empêchent les structures de se développer. Donc lorsque c'est relativiste, on a, c'est par exemple les neutrinos ordinaires qui ont une toute petite masse, sont relativistes au découplage, et donc on n'a pas de petites structures. Pour la matière noire froide, alors lorsque c'est très très lourd, les particules WIMP, on pensait qu'elles avaient quelque chose comme 100 fois la masse du proton, donc c'est quelque chose de très lourd. Elles ne sont pas relativistes lorsqu'elles se découpent. Ce découplage a lieu à moins d'une seconde après le Big Bang, donc c'est vraiment très très tôt. Et donc à ce moment-là, on a toutes ces petites structures qui ne sont pas détruites par le free streaming parce qu'elles ne se déplacent pas beaucoup. Et de même, tiède, c'est entre les deux, entre froid et tiède. Donc on a quelques petites structures, mais pas toutes, celles qu'on a avec la matière noire froide. Alors vous voyez que la masse limite de ce free streaming ici, c'est inversement proportionnel à la masse de la particule au carré. En effet, plus la masse est petite, plus le free streaming sera grand, et vous avez une limite de masse plus grande.
Alors, le spectre de masse qui est obtenu avec ces trois sortes, froid, tiède et chaud, donc vous voyez, petite structure et structure petite manquante, est représenté par ce schéma. Donc vous avez le nombre de structures en fonction de l'échelle. Alors ici, les petites échelles sont à droite parce que c'est la fréquence spatiale, c'est le K qui est à l'inverse de la taille, lambda. Donc ici, en bleu, vous avez une matière noire froide, CDM, vous avez toutes les structures, et puis en rouge, donc on tronque toutes les petites structures si vous avez une matière noire très chaude. Alors très chaude, ça ne représente pas du tout la réalité. Les deux seuls qui pourraient représenter la réalité sont peut-être froid ou tiède. Alors évidemment, là, j'ai parlé de découplage chimique lorsque les particules n'ont plus d'annihilation et puis peuvent se libérer des collisions. On peut aussi penser à un équilibre thermique lorsqu'il y a encore des collisions avec d'autres particules qui ne sont pas d'annihilation et on a un découplage thermique. Enfin, les deux sont très 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 près du Big Bang et ça revient un petit peu au même. Alors, quelle est la distribution de cette matière noire à l'intérieur de chaque halo de galaxie? Donc ici, on peut représenter la densité volumique en fonction du rayon. On sait que, évidemment, on a des courbes de rotation pour nous le dire. Par exemple, à l'intérieur d'une galaxie naine, comme Fornax, là, où on a des dispersions de vitesse, ou alors des courbes de rotation pour cette galaxie-là. On sait que la densité, elle a un plateau, ce qu'on appelle un cœur. Donc la courbe verte correspond à ce qu'on observe par les courbes de rotation. Alors que lorsqu'on fait des simulations numériques dans le modèle standard de matière noire froide, CDM, on a le fameux profil NFW qui est du nom de Navarro, Frankenwhite, qui ont fait les premières simulations et ont trouvé ce profil qui doit être universel, c'est-à-dire quelle que soit la taille, que ce soit une naine, que ce soit une galaxie, que ce soit un amas de galaxies comme on le voit, ils prédisent que la densité, elle croît comme 1 sur R, donc elle est presque infinie en R égale 0, et donc c'est une cuspide, un cusp en fait, et ce cusp est observé dans les amas, mais n'est pas observé dans les galaxies. Donc ça, c'est quelque chose qui ne correspond pas, le profil n'est pas universel, contrairement. Alors sans doute, il y a un effet des baryons de la matière ordinaire qui va influer sur la matière noire et peut-être créer ce cœur. Il y a aussi ce facteur indépendant d'échelle, qui est le facteur universel, que l'on voit bien sur cette simulation numérique, où l'on a ici une galaxie comme la Voie lactée, avec tous ses satellites. Ici, on a un cube qui fait 300 kPa de côté. Ici, on a un amas de galaxies. Là, il n'y a que de la matière noire. La couleur n'est que la densité de matière noire. On a un amas de galaxies, un peu comme Virgo ou Coma. Donc, la taille du cube, cette fois-ci, est 2 mégaparsecs. Vous voyez que ça se ressemble beaucoup. Si on n'avait pas écrit là-haut ce qu'elle était la taille, on ne pouvait pas le savoir. C'est vraiment une indépendance d'échelle qui est prédite par les simulations. Alors pourquoi? Parce que sans doute la gravité étant 1 sur R2 n'a pas d'échelle caractéristique. Et donc on s'attend à une self-similarité ici. Par contre, évidemment, dans les observations, ce n'est pas le cas grâce à la matière ordinaire. Alors ce qu'on peut voir aussi dans les simulations, c'est est-ce que la matière noire est aplatie? On a des espèces de sphéroïdes, on a l'impression que c'est une patate. C'est pas symétrique du tout. Et quand on regarde en moyenne, c'est quelque chose qui est aplati. Peut-être même encore plus aplati que les galaxies elliptiques de matière ordinaire. Donc en moyenne, d'un facteur 0,5. C'est-à-dire le rapport d'axe, le petit axe, c'est par rapport au grand axe, c'est un facteur 0,5. Alors évidemment, ça pourrait être un triaxe. C'est ce qui est vrai lorsqu'il n'y a pas de matière ordinaire. La matière ordinaire va s'aplatir en disque et va forcer la matière noire à être un sphéroïde avec 2 axes égaux comme une crêpe. Parfois, on peut avoir aussi 2 axes égaux, les petits axes, on aura un cigare. Tout ça, on le sait par les simulations, mais il faut le vérifier encore avec les observations, et ça, c'est pas facile. Alors, lorsqu'on a le modèle standard donc de matière noire froide, on sait que les petites structures vont être possibles avec des masses très très petites. Alors, par exemple, ici, c'est une simulation qu'ont essayé de faire Dieman et collaborateurs, avec une très très forte résolution. Alors pour ça, il faut des ordres de grandeur en taille. C'est pas possible avec une seule simulation. Les ordinateurs ne sont pas assez gros. Donc on en fait une où il y a un cube de 3 kPa en bleu là. Et puis on reprend une petite partie et on refait un zoom d'un facteur 100 ici en rouge. On reprend les conditions limites de la boîte et puis on essaie de faire quelque chose qui est cohérent. Et ensuite le deuxième zoom, là il y a encore un facteur 100.
Et on arrive à des résolutions où les particules ont une masse, dans les simulations, la masse de la Lune sur 300, c'est vraiment très très petit. Donc on peut réduire des masses comme la masse de la Terre. Alors la masse de la Terre, ça fait en gros un millionième de la masse du Soleil. Et c'est justement le cut-off, enfin le free streaming de la particule froide. On a vu que chaud c'était très grand, mais là, lorsque c'est froid, on prédit dans les simulations une masse toute petite de 10-6 masses solaires, c'est-à-dire une masse de la Terre. En gros, ça paraît bizarre, mais c'est ce qui est possible. Alors évidemment, la masse de la Terre elle est compacte. Là, par contre, c'est peut-être la masse de la Terre, mais avec une densité très faible. La taille est plutôt le système solaire que vous avez là, puisque ça fait une taille de 10-2 de 0,02 parsec. Donc c'est les petits halos qui sont prédits par le modèle de matière noire froide. Alors voici comment ça se présente dans le spectre. On a un nombre de petits halos, enfin de halos, qui est de plus en plus fort évidemment pour les petits, et moins de halos de grosse masse. Mais là on a une espèce de troncature aussi pour les petits qui arrive à la masse de la Terre. Alors c'est ce qui commence à arriver lorsque les structures commencent à s'effondrer, à un redshift de 100, c'est-à-dire 20 millions d'années après le Big Bang. C'est très petit, puisqu'on est aujourd'hui à 14 milliards d'années-lumière, donc ça c'est 20 millions. Alors ces structures sont vraiment stables. Alors pourquoi? Parce qu'elles sont très denses en fait. Dans le système de matière noire froide, les plus petites structures sont plus denses que les plus grosses. Et on peut regarder qu'en effet, elles doivent avoir une densité, un contraste de densité avec le reste de la densité de l'univers d'un facteur 200 pour pouvoir se concentrer, s'effondrer. Et comme la densité de l'univers, elle va croître comme 1 plus z au cube, vous voyez que si on est à z égale 100, on a une densité bien plus grande qu'aujourd'hui. Donc les structures qui se forment à l'époque-là sont très très denses et donc elles ne sont pas sensibles aux forces de marée, elles ne vont pas être détruites. Donc ces structures-là, enfin denses, elles ne sont pas comme la Terre quand même, hein, on a vu que c'est la taille du système solaire, mais quand même elles ne sont pas détruites par les forces de marée, donc on s'attend à trouver des milliards et des milliards, donc 10 puissance 15 de ces structures à l'intérieur d'une galaxie comme la Voie lactée. On a même fait des calculs qu'on devrait rencontrer une de ces structures de matière noire tous les quelques milliers d'années. Ça serait intéressant quand on veut détecter la matière noire de façon directe, que l'on soit en train d'être traversé par un lot de cette nature. Alors vous allez me dire, bon, mais on a peut-être éliminé par les micro-lentilles gravitationnelles, dans les années 90, on avait une idée que peut-être la matière noire était formée d'objets compacts, invisibles mais compacts. Et pour cela, on les a éliminés parce que on a regardé beaucoup d'étoiles du nuage Magellan et on a regardé, normalement, on devrait avoir des lentilles gravitationnelles, des micro-lentilles. On en a vu quelques-unes, mais pas autant, ce qu'on aurait attendu si on avait vraiment eu des objets compacts. On a éliminé toutes ces masses-là. Par contre, c'était des masses compactes. Là, le halo noir dont nous parlons, c'est quelque chose qui est diffus. Et donc, il faudrait qu'il soit compacté dans un rayon d'Einstein de 10-7 parsec pour pouvoir faire une lentille gravitationnelle. Et là, c'est pas le cas, puisqu'on a vu que la taille faisait 0,02 parsec. Donc, il n'y a aucun problème de lentilles. On ne les aurait pas vues avec ces expériences de lentilles. Alors, la limite de nombre de particules, selon qu'il s'agit de fermions ou de bosons. Alors, on sait qu'il y a des particules qui peuvent s'accumuler, hein, ce sont des bosons qui peuvent être tous dans le même état, dans un puits de potentiel ici. Vous avez ici des bosons et des fermions qui ne peuvent pas s'accumuler, qui arrivent jusqu'au niveau de Fermi ici, et qui, dont la densité est limitée donc par ce phénomène. Et par exemple, dans des étoiles qu'on compresse, on a une pression de Pauli qui s'oppose à la compression parce que ce sont des fermions. Les naines blanches, par exemple, ou les étoiles à neutrons. Donc ici, on peut calculer finalement en fonction de la masse, quelle va être la densité que vous pouvez avoir en matière noire. Alors normalement, quand on mesure les cœurs avec les courbes de rotation, on devrait trouver 10 puissance 7 masses solaires dans un rayon de 300 parsecs. Ça, c'est l'observation des courbes de rotation. Donc une densité moyenne de 1 masse solaire par parsec au cube. Alors ça fait très peu, hein, en grammes par centimètre cube. Mais lorsque vous prenez par exemple des WIMP, alors des WIMP, il est facile de les accumuler, ce sont des fermions, enfin quand même, mais ils sont très lourds. Donc ça reviendrait, si on voudrait avoir cette densité, on pourrait les avoir à 1 WIMP par centimètre cube.
Et donc, il n'y aurait aucun problème. Par contre, si vous prenez des tas de neutrinos stériles qui feraient de kiloélectronvolts à la place de gigas, à ce moment-là, vous en auriez une quantité incroyable, 10 puissance 8, et donc là, il y a un petit problème, peut-être. Et puis, alors, les actions, là, ça c'est autre chose, puisque on aura des bosons. Alors, les actions sont des bosons, donc on pourra les accumuler. Alors, si on fait un petit peu d'ordre de grandeur entre ces fermions, qui ont par exemple un spin et demi, et des bosons qui ont un spin entier, ici on a vu qu'on avait une statistique de Fermi-Dirac. Alors, les ordres de grandeur seraient de dire, par exemple, une galaxie naine de masse m, de rayon R, est-ce que les particules vont être tellement forcées de se répartir qu'elles vont avoir une vitesse qui est supérieure à la vitesse d'échappement? La vitesse d'échappement, c'est 2gm sur R, c'est-à-dire que l'énergie cinétique égale l'énergie potentielle, même 2 fois plus. Donc, on peut les empiler. Alors, avec un certain degré de liberté, on ne sait pas trop exactement le facteur G de dégénérescence. Ici, vous avez 2 degrés de liberté, donc on a pu accumuler 4 fermions, par exemple. Et donc, on peut faire le calcul en prenant aussi la relation d'incertitude d'Heisenberg, c'est-à-dire l'erreur sur x et l'erreur sur la quantité de mouvement mv est égale à h bar. Donc, avec cette relation, et avec cette relation-là, dans un volume, donc la densité par unité de volume, eh bien, vous avez finalement, je passe les détails, une masse qui doit être supérieure à une certaine valeur. Alors, quand vous mettez les chiffres dans cette valeur, il faut que ce soit supérieur à 0,1 kV. Si c'est plus petit, eh bien, ça va s'échapper, en quelque sorte. Donc, vous voyez qu'il y a une masse limite qui est due au fait qu'on doit les empiler. Ce sont des fermions, ils résistent à l'empilement. Mais ce n'est que des 0,1 kV, donc ça marche très bien. C'est-à-dire que pour les candidats qui sont les WIM, qui sont de 100 GeV, il n'y a aucun problème. Et pour les neutrinos stériles qui font 3 ou 4 kV, il n'y a aucun problème. Donc finalement, on est heureux de penser qu'on n'a aucune contrainte de ces fermions pour les candidats que l'on pressent. Alors la limite de densité dans l'espace des phases, par contre, va être une autre limite, et celle-ci va être la bonne. Donc on va passer à la deuxième limite qui va nous contraindre les masses des particules, c'est la limite de Trimengen, qui nous dit que lorsque les particules ne sont pas dissipatives, et en effet, les particules de matière noire ne dissipent pas puisqu'elles ne rayonnent pas d'énergie, donc elles ne dissipent pas leur énergie, à ce moment-là, on peut dire que la densité dans l'espace des phases est constante. Le théorème de Liouville, F étant la densité dans l'espace des phases, qui dépend de les 3 variables de x, y, z. Donc on va mettre x, la position, et la vitesse, vx, vy, vz. Donc cette densité-là est constante pour un système qui n'est pas dissipatif. Donc quand vous avez un développement, par exemple un paquet d'étoiles, une petite galaxie qui arrive dans un potentiel, vous avez ce genre de... Alors j'ai représenté un petit schéma à une dimension pour faire comprendre la physique de la chose. Vous avez un diagramme vitesse en verticale et position en horizontale. Vous voyez qu'arrivent des particules avec une certaine distribution de vitesse et des positions, et puis elles vont tomber dans le potentiel, elles vont osciller comme ça dans le potentiel, et finalement ça va s'enrouler dans cet espace des phases. Donc vous voyez que vous avez des particules qui vont tomber au centre, elles vont aller beaucoup plus vite, les particules au bord plus longuement, et elles vont s'enrouler. Et la densité dans l'espace des phases, c'est la densité que vous avez sur le fil. Donc elle est constante. Elle est vraiment constante. Par contre, lorsque vous mesurez avec toutes ces particules, ici c'est une simulation avec des particules, eh bien vous avez beaucoup de vide entre toutes ces densités constantes dans l'espace des phases. Donc la densité moyenne, elle est beaucoup plus basse que la densité initiale. Et c'est ça qui va nous faire une différence entre la densité que vous mesurez dans l'espace des phases et la vraie densité qui est constante par ce théorème de Liouville. Donc si on applique ce théorème qui est toujours vérifié pour un système non dissipatif, on regarde initialement quelle était la densité dans l'espace des phases. Alors c'est quoi? C'est la densité Q qui est le nombre de particules par unité de volume, donc n sur volume, et puis le volume des vitesses. Si sigma est la dispersion de vitesse, ça va être sigma au cube, puisqu'on est à 3 dimensions. Donc on a cette densité initiale, et puis ensuite on laisse les
les structures se formaient et collapsaient dans les puits potentiels. Et on s'aperçoit que finalement, alors à l'époque où Tremen-Hagen le calculait, c'était 1 kV. Aujourd'hui, on a plus de précision, c'est 2 ou 3 kV, mais vous voyez que c'est la limite vraiment qui nous aide, parce qu'on pense que les particules vont être de cet ordre-là. Certains ont même pensé qu'il y avait des neutrinos stériles de 1 kV. Donc ce n'est pas possible, il faut qu'ils aient au moins 2 à 3 kV. Donc c'est une limite qui est bien supérieure à la limite de fermions qu'on a vue dans le précédent calcul. Donc cette limite est vraiment le cahier des charges sur les particules. Elles doivent être supérieures à cette fréquence-là, si ce sont des fermions. Alors ici, bon, voilà l'application. Vous avez une statistique de Fermi-Dirac. La différence avec celle des bosons, c'est que vous avez un signe plus ici, un signe moins là. Donc là, vous pouvez aller à l'infini. Ici, pas du tout. Et si on regarde en fonction de la densité de l'espace des phases F et Phi, Phi, c'est la densité moyenne avec tout le vide qu'il y a entre toutes les structures. Vous avez une... Alors là, il y a le cas relativiste ou non relativiste. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on peut appliquer cette limite et on s'aperçoit que pour les bosons et les fermions, on a à peu près la même chose. On a une limite qui est du même ordre. Donc, ils ne se distinguent pas trop. On a une limite qui va être aussi de l'ordre de 1 kV. Pour les bosons, là, exactement, c'est la même chose. On a à peu près une limite qui, lorsqu'on le calcule, va nous donner quelque chose de semblable aux fermions. Alors, ce n'est pas pour les actions. Alors, les candidats qu'on va considérer. On va d'abord prendre les WIMP. Alors, les WIMP ont été supposés il y a très longtemps, puisque c'était dans les années 85, 86, lorsqu'on a compris que la matière invisible n'était pas de la matière ordinaire. Jusqu'en 80, on pensait que c'était encore possible que ce soit de la matière ordinaire qu'on n'avait pas vue, comme des étoiles ou des trous noirs baryoniques. Et puis on s'est aperçu avec la nucléosynthèse primordiale et beaucoup d'autres effets que ce n'était pas possible. Donc on a commencé à penser à ces WIMP. Ici, vous avez le modèle de particules standards, de particules élémentaires. Vous avez en jaune des quarks. Alors les plus stables sont à gauche. Vous avez les up-down, vous avez aussi les top-bottom. Vous avez les charm et strange, enfin le charme et l'étrangeté. Ce sont des faveurs, les flaveurs, enfin des saveurs, on pourrait dire en français. Et puis, vous avez les leptons en jaune. Les leptons, ce sont à la fois électrons, tau et mu, et leurs neutrinos respectifs, neutrinos électroniques, neutrinos tau et neutrinos mu. Tout ça, ce sont donc les matières ordinaires que l'on connaît bien. En vert, vous avez les bosons de jauge qui portent les particules. Ici, vous avez les photons pour l'électromagnétisme. Ici, les gluons pour les forces fortes et pour la force faible, les Z et W. Et le fameux boson de Higgs, avec qui les particules interagissent et obtiennent leur masse en interagissant avec le Higgs. Et donc on a supposé qu'il y avait, par symétrie, tout ce bâtiment en fait, de particules élémentaires avait son symétrique exact. Chaque particule a, alors si c'est un fermion, il a un boson, etc. On a toutes les particules symétriques d'un côté ou de l'autre. De même avec ces particules-là, alors ça devient des fermions maintenant. Et le neutralino, c'est la particule la plus stable, donc dans laquelle les autres se désintègrent. Et c'est un fermion avec une combinaison linéaire de xino et puis de seguino, etc. Donc voici, le particule neutralino provient de là. Et on avait quand même ce qu'on appelle le miracle du WIMP, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une particule, on a essayé de l'avoir, une particule supersymétrique, il faut aussi qu'elle corresponde exactement à la quantité de matière invisible que l'on voit dans l'univers. On sait que cette oméga de la particule X, qui est la particule exotique, cette oméga, elle fait 20% de la densité de l'univers. On a aujourd'hui à peu près 25% de matière, 25 ou 30%, plutôt. Donc on a 30% fait de 5% de baryons, 25% de matière exotique. Donc ce oméga X, ça va être 25%. Alors est-ce qu'on va avoir en effet ces 25%? Alors cette particule WIMP, c'est un fermion, mais c'est un fermion, comme on pourrait dire, de Majorana, c'est-à-dire qu'il est sa propre antiparticule. Donc au départ de l'univers, vous êtes tellement dense qu'il va être en équilibre avec le rayonnement, il va se former des particules antiparticules et puis s'annihiler, etc.
mais au bout d'un moment, il s'annihile seulement parce que la densité de photons n'est pas assez grande. Donc vous avez une fonction de nombre de particules de WIMP en fonction du temps. Le temps croît vers la droite, la température du corps noir croît de l'autre côté. Ici c'est très chaud, ici c'est très froid, donc le temps est là. Et donc vous désintégrez, et puis à un moment donné, donc ça se découple, c'est-à-dire que, alors si on suppose qu'elles interagissent avec l'interaction faible, c'est cet ordre de grandeur-là, la section efficace de collision, et donc le temps de collision va être n sigma v, qui va être bien supérieur au temps de Hubble, le temps de l'univers, l'âge de l'univers. À ce moment-là, elles ne se rencontrent plus, il n'y a plus du tout d'annihilation, et donc on a ce qu'on appelle une densité relique. On a ce qui reste après que l'annihilation se soit produite. Et donc, vous voyez que ça dépend, tous les niveaux de cette densité va dépendre de la masse. Et donc, il faudrait qu'il y ait à peu près 100 fois la masse du proton, puisqu'un proton, c'est à peu près un GeV. Donc, 100 fois la masse du proton pour avoir un oméga X compatible avec les observations, c'est-à-dire de 25%. Donc ça, c'est ça qu'on appelle le miracle, c'est-à-dire qu'on a à peu près la bonne section efficace, la bonne densité relique, la masse qu'il faut, etc. Alors le grand problème aujourd'hui, c'est que on aurait dû la voir peut-être, on aurait dû voir plein de particules supersymétriques se former lorsqu'on collisionne des protons très très relativistes dans le Hadron Collider là, du CERN. On est passé par l'énergie de 100 GeV, on est passé par 1 TeV, c'est-à-dire 10 fois plus, on est à 13 TeV aujourd'hui, et on n'a toujours rien vu, donc c'est peut-être un peu trop contraint. Alors, une autre particule, en dehors du modèle standard, toujours je répète le modèle standard, un peu plus de précision là, avec la masse, la charge, etc., des quarks, des leptons. Et puis, ce qu'on remarque ici, c'est que les neutrinos du modèle standard sont à une certaine chiralité gauche, c'est-à-dire que leur spin est dans un certain sens par rapport à la distance dans laquelle ils se dirigent. Alors par symétrie, on peut supposer, on n'a aucune preuve, mais on peut supposer qu'on aurait une série de 3 neutrinos, un peu comme les 3 neutrinos que vous avez ici, mais ils seraient d'autres chiralités. Et puis on suppose qu'il y a une certaine masse, alors justement de l'ordre de 3 ou 4 ou 5, un peu plus de kV/volt. Donc ces particules qui ne seraient pas formées dans le Big Bang, où on trouve que 3 neutrinos en fait, mais ce seraient des particules stériles. Alors pourquoi on les appelle stériles? C'est que les neutrinos ici sont actifs, ils interagissent avec le reste, avec l'interaction faible. Alors très peu, puisque là, un neutrino, ils peuvent traverser la Terre sans rien voir. On a énormément de fluides, par exemple Antares, qui est un détecteur à neutrinos. Il faut vraiment des mètres cubes et des mètres cubes de mer. On a aussi IceCube au pôle sud avec beaucoup de glace. Il faut énormément de matière pour essayer d'avoir quelques neutrinos, mais ils interagissent quand même, alors que ceux-là, ils sont complètement stériles, n'interagissent avec personne, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Alors justement, ils sont vraiment furtifs, comme on le montre sur ce schéma, mais on peut quand même avoir indirectement des conséquences, puisque normalement, ces neutrinos sont relativistes au découplage, donc ils éliminent toutes les petites structures. Alors, ces petites structures, on ne les voit pas, elles sont dans les filaments cosmiques. On a une façon de les voir, c'est par absorption. Absorption devant les quasars. Ici, vous avez un spectre de quasars. Ici, la fréquence, on a une raie de Lyman alpha, la raie de l'hydrogène principale. Et puis, vous voyez que lorsqu'on a une fréquence plus grande ici, on peut absorber tout ce qui est entre le quasar et nous, au redshift de ce gaz dans les filaments. On a une forêt d'absorption ici. Et c'est ce qu'on voit ici en détail. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire une simulation. Alors, en vert, c'est la matière noire froide, et puis la matière noire chaude, c'est en bleu et en noir. Et on voit un petit peu combien il y a de structures, de petites structures, qui est vue par toutes ces raies d'absorption, qui est la matière entre le quasar et nous. Alors, il y a beaucoup de quasars, on en avait beaucoup plus ici, on avait 25 supérieurs à 4 pour en avoir un grand nombre, mais il y en a des centaines maintenant. Et on peut ainsi cartographier en quelque sorte de la matière qu'on ne voit pas. La matière baryonique qu'on ne voit pas,
parce qu'elle n'émet pas, elle n'est pas assez dense pour émettre, on ne la voit qu'en absorption. Et ça nous donne une masse limite sur la matière sur la masse de ce neutrino, qui maintenant commence à s'élever, parce qu'on a beaucoup plus de données. Donc ça dépend un petit peu de la nature de ce neutrino, mais ça peut être entre 5 et 30 en fait. Donc ça commence à devenir un peu une matière un peu tiède ou chaude. Alors il y a aussi la limite sur la désintégration, en X et en gamma. Ce neutrino, il pourrait se désintégrer. Ici, vous avez un neutrino stérile qui se désintègre en neutrino ordinaire. Alors ça peut être électronique plutôt. Vous savez qu'ils s'échangent entre eux. Hein, les neutrinos qui viennent du Soleil, ils ont le temps de s'échanger entre le Soleil et la Terre plusieurs fois. C'est pour ça qu'on en détecte que les neutrinos électroniques, un tiers. Et puis les photons. Alors ces photons auraient une masse qui serait de l'ordre de la masse du neutrino stérile sur 2. Et on a observé en rayons X, en rayons gamma, etc., pour avoir des limites supérieures. Il se trouve qu'on en a pas mal. Alors le taux de désintégration là, de cette réaction-là, elle varie comme un sinus carré de θ, qui est ici, sinus carré de θ en vertical, et elle dépend de la masse du neutrino à la puissance 5. La masse du neutrino, vous l'avez là. Et puis, ici, on a éliminé, alors tout ce qui est coloré est éliminé. Ici, vous l'avez éliminé les rayons X mous, les rayons X durs par un satellite Suzaku. Le Fermi, c'est un satellite de rayons gamma assez dur. Il y a un télescope dédié ici, qui a donné une limite en rouge. Alors tout ce qui est permis, c'est uniquement le blanc. C'est vraiment assez terrible. Alors tout ce qui est en orange jusqu'à cette courbe noire, elle est éliminée par la nucléosynthèse primordiale. Si vous aviez ce neutrino stérile, vous ne pourriez pas avoir la bonne abondance d'hélium, etc. Et donc, vous voyez que tout d'un coup, on n'a plus beaucoup de choses qui restent. On a à propos aussi un détecteur de neutrinos, Catherine, en laboratoire, qui nous permet d'avoir un petit peu la masse. Ça, il a été construit pour avoir la masse des neutrinos normaux. Et on obtient, en 2024, on a une masse inférieure à 0,8 électronvolts. Alors ça nous montre déjà que, même si au départ on pensait qu'on pourrait avoir peut-être de la matière noire chaude, il aurait fallu avoir 30 électronvolts ou 40 électronvolts par neutrino ordinaire pour que ça puisse faire la matière noire. Enfin, elle a été éliminée parce que de toute façon elle était chaude et ne formait pas de petites structures, mais là on a déjà une mesure directe avec le Catherine ici. Alors un autre candidat qui a été proposé, c'est les trous noirs primordiaux. Est-ce que ça pourrait être la matière noire? Alors ces trous noirs primordiaux se construisent lorsque l'univers était très dense et avant même que les éléments soient faits. Donc on peut dire que ce n'est pas vraiment de la matière baryonique. Aujourd'hui, les trous noirs que l'on observe sont faits de matière ordinaire. Au départ, ils sont fabriqués par la matière ordinaire. Ici, ce serait plutôt durant l'inflation, c'est-à-dire la période où c'est bien moins qu'une seconde après le Big Bang. Alors par exemple, vous avez pour donner un petit ordre de grandeur de la densité moyenne à l'intérieur de l'horizon d'un trou noir, vous savez que l'horizon, le rayon de l'horizon, le rayon de Schwarzschild, c'est Gm sur C2, 2 Gm sur C2. Pour la masse solaire, pour un soleil, il faudrait que le rayon fasse 3 km. Vous voyez qu'on en est loin avec le soleil qui fait 700 000 km de rayon, mais il faudrait qu'il soit très compact, donc ça donne cette densité-là en grammes par centimètre cube. Ce qui se produit, cette densité-là est produite près du Big Bang, lors de l'inflation, on a ces densités-là. Donc on pourrait avoir, si l'univers n'était pas homogène, s'il y avait des fortes densités, on pourrait avoir des trous noirs qui se forment automatiquement. C'est l'hypothèse, en fait. L'hypothèse des trous noirs primordiaux, c'est lorsqu'on a ces densités-là dans l'univers, est-ce qu'on peut avoir des inhomogénéités telles qu'il se formeraient des trous noirs? Alors pour donner un ordre de grandeur, à 10-23 secondes, il pourrait se former une masse de 10 puissance 15 grammes. Alors pourquoi celle-là a été sélectionnée, c'est que les petits trous noirs, c'est un tout petit trou noir, ça a 10 puissance 15, le Soleil fait 10 puissance 33 grammes, donc c'est bien inférieur. Et les trous noirs, comme vous le savez, d'après le théorème de Hawking, ils sont d'autant plus chauds et s'évaporent d'autant plus qu'ils sont petits. Donc ces petits trous noirs-là vont s'évaporer en un temps plus petit que l'âge de l'univers. Donc on ne devrait pas les voir, même s'ils se sont formés
au début de l'univers, on peut les oublier parce qu'ils se seraient déjà évaporés. Donc on commence à cette masse-là, 10 puissance 15, et puis on voit que peut-être il pourrait y avoir, à 10 puissance 5 secondes, il pourrait se former des trous noirs d'une masse solaire, par exemple. Ce serait la densité, correspond à la densité qu'on avait à cette époque-là. Donc on n'en sait rien, hein, parce qu'il faut quand même que ce soit inhomogène au niveau de l'inflation. Alors pourquoi cette hypothèse a été un petit peu remise au goût du jour? C'est parce qu'on a découvert en 2015 les fusions de trous noirs et les ondes gravitationnelles. Et on s'est aperçu que les trous noirs qu'on avait détectés par ces ondes gravitationnelles étaient très massifs. Ils étaient 60, 50, même plus que 60 masses solaires. Alors ça a un peu surpris. On s'attendait à trouver des trous noirs un peu plus petits, parce qu'au-delà de 60, les étoiles en supernovae, elles éclatent, elles ne font pas de trous noirs. En fait, on a résolu le problème parce que ces trous noirs qui se forment dans un amas d'étoiles, ils vont se rencontrer entre eux, ils vont fusionner, ils vont former des trous noirs plus gros. Donc on arrive à les former avec des baryons, avec de la matière ordinaire. Alors, normalement, on aurait pu éliminer toutes ces masses de trous noirs lorsqu'on a fait une étude des microlentilles dont j'ai déjà parlé. Pourquoi? Parce que on a regardé toutes les étoiles dans l'image Magellan et regardé combien d'objets compacts on avait sur la ligne de visée, et on a presque éliminé toutes les fenêtres, sauf quelques-unes, mais ces quelques-unes, elles sont aussi éliminées par ce principe-là. C'est-à-dire que si vous avez un grand nombre de trous noirs, ils vont rencontrer parfois les étoiles à neutrons et vont faire exploser les étoiles à neutrons. Et si on en avait suffisamment pour faire la matière noire, ce qui fait un certain nombre quand même, eh bien on n'aurait plus assez de pulsars. On observe des milliers de pulsars, on n'en aurait plus assez. Donc là, on a une contrainte aussi sur le nombre. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas en nombre suffisant pour former la matière noire. Ou en tout cas 100%. OK. Alors voici un petit peu le diagramme que l'on peut plotter en fonction de la masse. Alors c'est un log, hein, en fonction de la masse. On a cette fameuse limite d'évaporation. Donc on est à 815 ici. On a la fraction ici en verticale, la fraction de densité de trous noirs la limite supérieure que l'on a avec les lentilles gravitationnelles, avec tous ces mécanismes-là, par rapport à la densité totale qu'il faudrait pour faire toute la matière noire. Et donc, vous voyez, on est bien en dessous de 1, on est même plusieurs ordres de grandeur, puisque c'est en log, en dessous de 1. Donc, on ne forme pas la matière noire. On peut former quelques trous noirs primordiaux, mais ça ne formera jamais la majorité de la matière noire, grâce à toutes ces limites supérieures, qui sont les lentilles gravitationnelles, les collisions avec les étoiles à neutrons, etc. Alors, quand on regarde un petit peu tous nos candidats, là, on voit qu'on s'étale énormément. Maintenant, c'est sur 34 ordres de grandeur qu'on peut s'étaler. On a parlé des WIMP, qui sont ici. Donc, peut-être qu'ils sont entre le GeV et le TeV, qui sont peut-être plus loin que ça, parce qu'on est arrivé à 14 TeV au CERN, ici. Et puis, on a donc des super WIMP, on a des neutrinos stériles, dont on vient de parler. Alors, on a des actions qui ont été d'abord, au début, par un certain mécanisme, proposé pour être une solution au problème de symétrie charge-parité des particules. Donc, j'en parlerai pas beaucoup parce qu'en fait, nous, dont on est intéressé avec la matière noire, ce sont des particules qui sont comme les actions, qu'on appelle ALP, Action-like Particle, mais qui ont une masse bien plus petite. Et on va décrire pourquoi. Alors là, vous voyez que l'axe, on a dû l'interrompre tellement, même en log, ce serait de l'autre côté de l'épure. Donc là, ils sont vraiment très, très, très petits. Et ce sont ces ALP, en fait, ces actions dont on va parler. Alors, ces actions, on les appelle matière noire floue. En anglais, fuzzy, FDM, donc flou. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va voir, il y a des fluctuations quantiques, donc ils sont assez flous. Ce terme vient de là. Alors, d'où ça vient? Pourquoi on a besoin de les avoir à si petite masse? Eh bien, on voulait résoudre le problème de ces cuspes, de ces cuspides et de ces cœurs. On sait que, là j'ai reproduit à nouveau la densité en fonction du rayon de toutes les structures, galaxies, petites galaxies, grosses galaxies, amas de galaxies, etc., prédites par le modèle standard de matière noire froide, NFW. Donc c'est des courbes universelles, et ce qu'on observe, en fait, c'est des cœurs
Et donc on aimerait limiter en fait la densité des halos au centre. Alors pour cela, eh bien, on voit que ces particules vont être des particules quantiques, c'est des particules de boson, et les particules quantiques est qualifiée par sa longueur d'onde de Broglie, auquel cas elle devient onde-particule, si vous voulez. Et cette longueur d'onde de Broglie, et c'est le principe d'incertitude d'Heisenberg, donc il est h bar sur mv, qui est l'impulsion, ma étant la masse de l'action. Donc si on veut que cette longueur d'onde de Broglie, c'est en fait l'accumulation de tous les bosons. Lorsque les bosons se mettent entre eux, ils vont réagir comme une seule particule, on appelle ça un soliton en quelque sorte. Et bien si on veut qu'il soit égal à la taille du cœur, la taille du cœur pour les galaxies naines, c'est de l'ordre de 1 à 2 kPa, donc mettons 3000 parsec. Donc il faudrait que la longueur d'onde de Broglie soit égale à cette taille-là. Taille gigantesque pour des tailles quantiques, mais enfin, bon, soit. À ce moment-là, ça veut dire que la masse doit être très petite, puisque la longueur d'onde est très grande. Et donc c'est là que sort le 10-22 électronvolts, avec des vitesses de cet ordre-là. Donc 10-22... alors évidemment, 10-22, on a aussi l'avantage, pas seulement le cœur, mais l'avantage qu'il y a une masse limite qui va empêcher de former des structures en dessous de cette masse-là. C'est un petit peu comme la masse tiède, et c'est bienvenu parce que dans le modèle standard, on a trop de satellites. Vous savez qu'on a des satellites jusqu'à la masse terrestre, et on a tellement de satellites qu'on devrait en avoir 4000 autour de la Voie lactée, on n'en voit que des vingtaines. Donc on a toujours ce problème de satellites manquants. Alors on le résout dans le problème standard en disant que tous ces halos ils sont complètement noirs, ils n'ont pas pu piéger des baryons. Mais enfin là on aurait la solution déjà avec une coupure en échelle. Alors ce candidat de matière noire, les actions, il est là depuis longtemps puisqu'il est là depuis 40 ans. C'est un peu comme le WIMP d'ailleurs, c'est dans les années 80, 83, 84 où on s'est aperçu qu'il fallait des particules de matière exotique. Donc Baldecchi et Mini-Ruffini ont proposé que peut-être on aurait des particules quantiques, des fermions et des bosons, et ils ont trouvé une relation qui donnait entre la masse et les rayons, qui est un peu celle qu'on a aujourd'hui. Hein. Donc par exemple, 10 puissance 12 pour un rayon de 30 kPa pour une galaxie, etc. Et récemment, donc ça a été repris, au bout du jour, vous aviez des limites, par exemple Hu et al. Ont trouvé une limite. Alors, on a des limites astrophysiques, on ne peut pas détecter encore ces particules. Les limites astrophysiques sont que si la masse est trop petite, les fluctuations quantiques doivent être trop grandes. Et donc, si c'est de la matière noire qui fluctue, la matière ordinaire qui va se mettre dans ces potentiels fluctuants va être chauffée par diffusion entre ces petits clumps, fluctuations. Et donc, on n'aura pas des disques de spirale très minces, mais des disques épais. Et donc, par des contraintes comme ça, cosmologiques ou astrophysiques, on peut donner des limites sur les masses. Alors, au point de vue spectre des fluctuations, ces actions représentent bien l'univers jeune. L'univers jeune, c'est lorsque on a par exemple les pics acoustiques que vous observez dans le fond cosmologique par le satellite Planck par exemple, et tous ces pics acoustiques sont représentés par à la fois la matière noire froide en noir et les actions en rouge. Donc tout ça, ça marche bien. Et on a la courbe de puissance, le nombre de spectres, le spectre de puissance des structures qui est par rapport à la matière noire froide qui va jusqu'au bout des petites structures. Eh bien, on coupe les petites structures. Vous voyez que tout ça ne va être réduit. Et ça correspond beaucoup mieux aux observations en fait. Alors voici des simulations numériques qui sont faites avec cette matière noire action. Il faut à la fois résoudre l'équation de Schrödinger quantique et puis l'équation de Poisson, qui est l'équation de gravité newtonien ou einsteinien. Et vous voyez que ici on a deux galaxies en interaction. Vous avez un soliton qui est le cœur de la matière noire, et puis des tas de fluctuations quantiques qui vont rester tout le temps puisqu'elles ne vont pas s'amortir, elles ne vont pas se dissoudre parce que c'est de nature quantique qui va toujours rester là. Donc là, il y a un formalisme de Madelung qui est de considérer qu'en dessous de la longueur d'onde de Broglie, vous avez comme un fluide qui correspond à cette mécanique quantique. Donc on traite ce fluide soit avec un SPH, c'est-à-dire des particules qui ressemblent lorsqu'on en met assez à un fluide, et ça c'est le SPH justement, ou alors un Ramsès, qui a des particules sur gris
qui traite le fluide. Enfin, tout a été fait avec beaucoup de simulations. Alors, tous les codes de simulation ont un parti action maintenant, donc ça permet de comparer les codes entre eux. Alors par exemple ici, vous voyez que ces interférences quantiques, là, toutes ces fluctuations, elles sont là à toutes les échelles. Vous avez le cœur ici qui fait 1 kg/sec, puis qui sort de ce zoom de la galaxie ici, et vous avez une galaxie qui est à la croisée de filaments, et même dans les filaments, vous avez toute cette structure qui va poser des contraintes sur la masse de la particule action. Ce que vous voyez surtout, par exemple dans cette simulation Aquarius de la Voie lactée, vous voyez que le nombre de satellites qu'il y a autour d'une galaxie comme la Voie lactée est beaucoup plus grand dans le CDM, le FDM. On s'est aperçu que finalement, il n'était pas très utile de faire un calcul très compliqué avec Schrödinger et Poisson. En fait, le calcul est à peu près le même. Ce qui était essentiel, c'est d'avoir les conditions initiales. Et en effet, dans les conditions initiales, il n'y a pas de petite structure. Et donc, il suffit ensuite de le déployer avec la gravité, et ça suffirait à peu près. Alors ici, on a comparé les matières noires froides, alors qu'il y a beaucoup plus de satellites, en noir, ici. En bleu, c'est si on coupe les satellites, ceux qui ne se voient pas. Par contre, en orange, vous avez la matière noire floue, qui a moins de satellites, même avec le CDM, avec des baryons. De même, pour la masse, vous avez beaucoup moins de satellites, etc. Donc, c'est quelque chose qui correspond encore mieux aux observations, en quelque sorte. Vous avez justement le cœur, la densité en fonction du rayon, ça donne bien un cœur. Alors ici, c'est en fonction du temps, donc vous voyez que la densité croît lorsque les filaments s'accrètent, alors que le CDM en bleu a toujours son co-speed ici, de même pour la vitesse en fonction du rayon, etc. Alors maintenant, je vais passer aux recherches directes. Est-ce qu'on peut limiter, avoir des limites supérieures qui descendent? En effet, on a commencé cette recherche. Alors le principe, c'est celui-là. Vous avez un détecteur, vous avez des particules de matière noire au niveau de la Terre, donc du Soleil, qui vont rencontrer un noyau. Bon, elles interagissent que par la gravité, mais là, on pense qu'il va y avoir un recul du noyau, et on va pouvoir détecter ce recul. Et bon, c'est une particule parmi des milliards, mais on essaye de détecter ça. Alors au début, il y avait des détecteurs un peu solides, vous aviez des petits détecteurs de germanium, de niobium, très 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 propres, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de la radioactivité qui vous contamine. Et puis aujourd'hui, on a des tonnes de xénon, je le dirai plus tard. Là, je montre quand même que ça peut pas être, enfin, ça paraît désespéré de détecter ça, mais il y a quand même des vérifications qu'on peut faire, parce que la Terre tourne, et la matière noire, les WIMP par exemple, arrivent ici. Vous voyez qu'en un jour, on aurait des effets de recul qui seraient différents le soir ou le matin, par exemple. Et surtout aussi, on s'attend à trouver, lors des saisons, comme la Terre tourne autour du Soleil avec une vitesse de 30 km par seconde quand même, eh bien, d'un côté, on aurait les WIMP avec qui viennent vers nous, un petit peu comme vous courez dans la pluie, vous avez plus de pluie vers vous, et de l'autre côté moins. Donc ici, on devra avoir une fluctuation saisonnière de cette détection s'il y en avait une. Donc il y a des vérifications qui font que si vous avez quelque chose qui n'est pas du tout la modulation saisonnière, vous aurez tendance à penser que c'est une contamination due à des artefacts, à du bruit, etc. Et en fait, malgré ce, personne n'a vu de détection, enfin, personne n'a détecté. Alors pourtant, il y en a beaucoup dans le monde entier. Hein. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a des tonnes de xénon, il y a 6 tonnes de xénon liquide qui sont dans les tunnels, toujours pour essayer que les montagnes rattrapent tous les rayons cosmiques, etc. Donc on est dans un environnement privilégié et on s'attend à trouver une particule de matière noire qui rencontrerait une particule de xénon dans le liquide ici. Et vous voyez qu'il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe, il y en a aussi en Asie, etc. Alors, les résultats sont celui-ci. C'est-à-dire que vous avez, en fonction de la masse de ce WIMP, en GeV, vous vous rappelez qu'on s'attend à trouver 100 GeV à peu près ici. Ici, on a une limite qu'on ne pourra pas dépasser, qui est les neutrinos. On va être sensible aux neutrinos solaires, par exemple. On ne pourra pas aller plus loin. Donc, on aura un télescope à neutrinos, mais c'est tout. Et vous voyez qu'ici, on est tombé, alors là, la section efficace, elle est tombée d'un facteur 10 puissance 10 ordres de grandeur,
Donc on a vraiment éliminé pas mal de choses. Et actuellement, la meilleure limite, c'est le luxe ici, qui montre qu'il n'y a pas de WIMP, etc. Donc, Kamiokande au Japon a 1000 tonnes d'eau. C'était un télescope à neutrinos. Et peut-être que dans les 2 années, alors il y a quand même un gain, on a vu en fonction du temps, un facteur 10 tous les 2 ans. Donc, on espère jusqu'en 2026 avoir ce facteur. Et puis après, il faudra peut-être s'arrêter quand même, parce qu'on arrivera au plancher des neutrinos. Alors, la détection indirecte maintenant, on peut essayer de détecter les photons gamma. Alors, vous avez 2 particules de matière noire, X et X, on ne sait pas ce que c'est. Et puis, parfois, donc, ils s'annihilent. Alors, vous allez me dire pourquoi ils s'annihilent, alors que je vous ai dit que dès les premières secondes, la densité était très faible et ils ne s'annihilaient plus. Et c'est que maintenant, il y a des structures qui sont très denses, qui sont formées, par exemple les étoiles, le Soleil, etc., ou le centre de la galaxie. Et donc, on peut penser que la densité est redevenue assez dense pour que les particules s'annihilent à nouveau. Alors, il n'y en aura pas beaucoup, mais certaines pourront s'annihiler. On a cherché, par exemple, à l'intérieur du Soleil, s'il y en avait qui étaient piégés par le Soleil. On n'a pas trouvé de rayons gamma qui correspondaient. Mais c'est cette annihilation qu'on voudrait détecter. Alors, vous voyez que ça peut s'annihiler en des quarks, des positrons, des électrons, etc., etc. Et les recherches indirectes ont été faites en cherchant les rayons gamma. Alors, par exemple, au pôle sud, il y a des cubes de glace, ici Ice Cube aussi, c'est le principal maintenant. Il y a le télescope Antares qui détecte les neutrinos, mais aussi il y a des photomultiplicateurs, donc s'il y avait des rayons gamma, on le verrait. Les vrais télescopes à rayons gamma, c'est le HESS, par exemple, qui est en Namibie, et qui n'a pas détecté non plus de rayons gamma. Alors comment ils peuvent détecter ces rayons gamma très énergiques? En fait, le télescope, c'est l'atmosphère. Le rayon gamma arrive et puis il rencontre l'atmosphère, il y a une gerbe de particules qui est symbolisée ici. Et puis les particules et même les rayons gamma ont une vitesse bien supérieure à la vitesse de la lumière parce que vous êtes dans un milieu qui n'est pas vide. Vous avez la vitesse de la lumière dans le vide, c'est C. Dans l'atmosphère, ce sera C sur N, l'indice de réfraction. Donc vous avez un effet de Cherenkov ici, un choc, et qui va être détecté. Vous avez la lumière UV que vous allez détecter par ces télescopes. Donc ici, on a un futur télescope à lumière Cherenkov, le CTA, dont une des antennes est ici, ça fait 12 mètres, et il y en aura un grand nombre qui sera situé au Chili, qui sera le plus grand télescope pour détecter ces rayons gamma. Mais finalement, donc, ces flux d'annihilation, je passe un petit peu vite, mais on n'a rien détecté. OK. Alors, on a fait quand même des prédictions. Les prédictions ont été faites par les simulations numériques. Vous voyez ici, par exemple, le centre de la galaxie. Et Fermi a donné une limite supérieure qui était bien en dessous des simulations qui étaient les points noirs. Donc, on n'a rien vu. Alors, dans le centre galactique, on s'est aperçu que, bon, évidemment, c'était un bon candidat, mais il y a tellement d'effets qui se produisent dans le centre galactique. Ici, vous avez la galaxie. En rayons gamma, ça donne beaucoup de choses. Il y a des rayons gamma qui sont dus au gamma ray sursaut gamma. Vous avez des G, vous avez des supernovae, vous avez des pulsars, tous ces éléments astrophysiques. Et vous avez même des noyaux actifs. Ici, dans le centre galactique, vous avez même une bulle de Fermi qui est ici, détectée à la fois par Fermi, c'est-à-dire les rayons gamma, et aussi en radio, parce que c'est du synchrotron qui émet. On a une bulle qui fait jusqu'à 10 kPa, qui était sans doute l'activité du noyau qui est maintenant inactif, mais il était peut-être actif, ou alors la formation d'étoiles, les supernovae. Donc finalement, les astronomes se concentrent maintenant sur les galaxies naines qui n'ont pas de gaz, donc pas de formation d'étoiles, pas de noyau actif. Donc peut-être il y a moins de rayons gamma, mais au moins on ne sera pas contaminé du tout. Enfin, malgré ce, on n'a rien détecté. Alors il y a un excès à 2 GeV qui n'a pas été vu, donc là je vais passer assez rapidement. Et aussi dans le satellite Planck qui a éliminé beaucoup de choses. Il détecte la matière noire par lentille du fond cosmologique et il a par exemple éliminé toute cette partie-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait détecté des positrons avec la Station spatiale internationale, une manip qu'il y avait sur cette station, et qui était juste dans cette région-là, qui a été éliminée par Planck. Donc finalement,
tout ça est un peu tombé à l'eau, donc on n'a rien détecté de façon indirecte. De même, je mettrai la contrainte du CERN pour les WIMP ici, hein, vous voyez jusqu'où on arrive à ces énergies-là, et tout ça, on n'a rien détecté comme supersymétrie, etc. Alors, les quelques minutes qui me restent, je vais parler un tout petit peu de ce qui nous resterait. Une piste possible aussi, c'est qu'il n'y ait pas de particules, mais une gravité modifiée dont on a déjà parlé dans les séances précédentes. Par exemple, la MOND, qui est la Modified Newtonian Dynamic. Alors, je signale que c'était aussi 40 ans, hein, toujours toutes les solutions remontent à 40 ans, et on a fêté l'an dernier avec un colloque les 40 ans de MOND, qui tourne tout autour de cette accélération à zéro, qui est une accélération critique. Alors, cette accélération est le fait que si vous êtes en champ fort, c'est complètement newtonien ou einsteinien, etc. Et dès que vous êtes en dessous de cette accélération, vous avez une gravité modifiée qui est plus forte que celle qu'on s'attendrait avec Newton et qui permet de résoudre ces problèmes. Donc Jonathan Freundlich en a parlé à la deuxième séance. Il vous a montré qu'il y avait des très bons fits de toutes les courbes de rotation avec ce principe-là. La relation de Tully-Fisher, c'est-à-dire la masse de les baryons en fonction de la vitesse de la courbe de rotation est en V4, c'était déjà vérifié. Et on a détecté aussi une observation telle que la densité surfacique de matière noire qu'on détecte avec les cœurs, avec les courbes de rotation, est égale à 150 masses solaires par passe carré, qui est égale à A0 en fait. Donc on retrouve ce A0 un peu partout. Donc je ne reviendrai pas là-dessus. Par contre, je parlerai des nouveautés dans ce domaine qui a résolu quelques problèmes, et je montrerai qu'il en reste aussi beaucoup de problèmes pour ce modèle-là, notamment dans les amas de galaxies. On n'arrive pas, l'accélération n'est pas assez faible. Alors, elle est intermédiaire, donc on arrive à reproduire un petit peu de matière noire, mais pas tout. Donc là, il faut encore un autre composante, comme par exemple la matière ordinaire. Et puis, je montrerai aussi que les galaxies naines dans le coma ne marchent pas non plus avec ce mécanisme. Donc déjà, je vais parler des progrès qui ont été faits là-dedans, dans ce secteur. Alors, par exemple, on n'arrivait pas à reproduire les ondes acoustiques de l'univers jeune que l'on trouve avec le satellite Planck dans le fond cosmologique micro-ondes. Et puis, Skordis et Zlotnick, récemment, ont introduit... Alors, ils sont inspirés de l'équation TeVes, qui avait été inventée par Jacob Bekenstein en 2004 à peu près, qui remplaçait l'équation d'Einstein, donc covariant de Lorentz, etc., et qui avait un champ vectoriel. Il y a un tenseur, un vecteur et un scalaire, d'où le nom ici. Et ce champ vectoriel représentait bien les lentilles gravitationnelles. Par contre, il y avait des problèmes. D'abord, il ne représentait pas les ondes acoustiques. Et puis, il y avait aussi un gros problème, c'est que la vitesse des ondes gravitationnelles n'était pas égale à la vitesse de la lumière. Alors ça, on a eu cette contrainte en 2017, lorsqu'on a détecté des ondes gravitationnelles qui étaient dues à la fusion de deux étoiles à neutrons. Donc on a eu un sursaut gamma qui nous a envoyé de la lumière, et ces lumières sont arrivées exactement à la seconde près, en même temps que les ondes gravitationnelles. Comme il y avait des milliards d'années de trajet, ça nous fait une précision, une très très grande précision. On sait que les deux vitesses sont égales. Donc maintenant, avec la nouvelle variante des équations invariantes de Lorentz, on a à la fois l'égalité de ces vitesses et à la fois l'univers jeune qui reproduit, à la fois dans ces ondes acoustiques et puis aussi dans le spectre de puissance des structures, hein, qui représente bien. Donc ça, c'est un progrès. Il y a aussi un problème qui est encore en débat d'ailleurs, des étoiles binaires. Alors vous avez des étoiles binaires dans la Voie lactée qui sont un peu isolées de tout le reste. Donc on peut les isoler. Donc si les étoiles sont très proches, donc des étoiles binaires serrées en quelque sorte, évidemment l'accélération est forte. Donc vous êtes sous le régime newtonien. Dès que vous avez des binaires d'étoiles un peu séparés, à ce moment-là, l'accélération de gravité tombe et tombe en dessous de A0. Et donc vous pouvez tester le régime de monde. Donc ça a été fait. Alors il y a au moins deux groupes qui trouvent que ça marche avec une gravité modifiée. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un grand nombre de ces binaires, il y en a des milliers et des milliers, mais ils ont fait une très bonne sélection, celles qui étaient vraiment pures, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un troisième larron, un triplet, ou alors des étoiles voisines qui pourraient perturber la gravité.
Donc dans ces 2400 purs binaires, ce qu'il montre, c'est que l'accélération, lorsque les binaires sont serrés, elle est exactement Newton. Et puis ensuite, au lieu de suivre le Newton, lorsque l'accélération diminue pour les binaires beaucoup plus séparés, eh bien, elle monte au-dessus de Newton. Et donc, on a bien la gravité modifiée pour ces binaires. Alors là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une calibration très bonne pour les binaires serrés, la même que pour les binaires séparés. Alors pourquoi il faut les calibrer? C'est qu'on ne connaît pas l'inclinaison de ces binaires. Et donc, on a un certain biais pour les observer avec une certaine inclinaison. Il faut les calibrer avec les binaires serrés, ce qu'on n'a pas fait les autres. Et donc, on pense que c'est le manque de cette calibration qui fait qu'ils ne trouvent pas le même résultat. Donc, vous voyez qu'il y a encore un débat, mais que ça commence à progresser sur ce secteur. Il y avait aussi un autre problème qui avait été donné à une dizaine d'années en disant que les éphémérides de Saturne ne marchait pas dans la gravité modifiée. C'est très, très subtil parce que dans tout le système solaire, on a presque l'accélération de Newton, hein, c'est vraiment une toute petite différence. Et en 2024, donc, le groupe de mécanique céleste, de Fianga et collaborateurs, ont montré qu'il ne fallait pas se fier aux éphémérides pour tester les modèles en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de paramètres libres qui sont la position de toutes les planètes, leur aplatissement, par exemple l'aplatissement du Soleil qui va produire des couples sur toutes les orbites des planètes différentes et qu'ils ont fixé tous les paramètres, les 30 paramètres qu'il existe avec la relativité générale d'Einstein. Donc si vous le fixez avec une autre modèle, eh bien vous aurez des paramètres différents et donc ça va peut-être marcher aussi bien. Personne ne l'a fait, c'est un travail de titan. Et donc, il faut faire ce système, c'est-à-dire reproduire tous les paramètres avec un autre système. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais passer ce transparent. Alors, il y a encore des problèmes dans les amas de galaxies. Je montre juste que dans les amas, les naines de coma, en fait, on a très peu de précision. Hein. On a les vitesses en fonction du rayon, qui est avec des barres d'erreur énormes. Mais quand même, toutes ces naines, elles sont sur la loi de gravité modifiée, non pas la loi de Newton ici. Elles ne devraient pas y être parce qu'on a un champ extérieur trop grand. Donc là, c'est le contraire, on est modifié alors qu'on ne devrait pas l'être. Donc là, il y a encore un problème. Donc je passerai ici, je n'ai pas énormément de temps, mais je vais conclure. Alors, les simulations cosmologiques, elles retrouvent aussi ce schéma, hein, la relation de Newton est modifiée, mais cette fois-ci, ils ont ajouté la matière noire. Donc, vous voyez qu'on a quand même une dispersion plus grande, mais on obtient ces relations avec la matière noire. Donc, en conclusion, donc, vous voyez qu'il y a une interaction très forte entre les physiciens des particules qui vont supposer les symétries, les supersymétries par exemple, qui nous ont donné pas mal de candidats comme les WIMP, les neutralinos, les neutrinos stériles, les trous noirs primordiaux, les actions, tout cela, on en a discuté, aucun n'est vraiment encore convaincant. On va peut-être essayer de détecter les actions. On a des limites supérieures pour direct et indirect, et puis en gravité modifiée, on a encore des problèmes, ça progresse, on a résolu quelques problèmes, mais c'est pas encore ça, donc vous voyez qu'on est encore complètement dans le brouillard, et il n'est pas certain que dans les 10 ans qui viennent, on va résoudre le problème. Donc je vais m'arrêter là.